suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Cet épisode est un entretien avec Adrien Bartel, qui a cofondé l'entreprise Slick. Slick est un service qui vous permet de créer une structure à Hong Kong ou à Singapour, et bien plus encore. Je vous laisse écouter l'épisode pour plus d'informations, ou vous pouvez aller regarder sur sleek.com, S-L-E-E-K. Si, après avoir écouté l'épisode, vous trouvez que Slick est intéressant, vous pouvez vous inscrire avec le code suivant qui vous donnera une réduction de 100 Singapour dollars ou de 500 Hong Kong dollars selon les cas. Le code est AF 59 19 57. Je répète, AF comme Air France, 59 19 57, tout attaché. Bonjour Adrien. Bonjour Raphaël. Donc Adrien Bartel, tu es Chief Growth Officer et tu as cofondé Slick à Singapour. On est maintenant à Hong Kong. Tu as ouvert ces dernières années un bureau à Hong Kong. Tu vas nous raconter tout ça. On se connaît depuis Pékin 2008, à peu près à l'époque des JO. Ça commence à remonter. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais vas-y, pour commencer, je te propose de brièvement te présenter et de nous expliquer qu'est-ce que c'est Slick en mode un peu elevator pitch. Adrien, donc oui, voilà, je suis français. On s'est croisés en 2008 lors de ma première expérience asiatique à Pékin. J'étais en stage là-bas et ça a vraiment été une expérience assez de révélation pour moi. J'ai commencé à vraiment m'intéresser énormément à l'Asie à partir de ce moment, si bien que je suis revenu en fait en 2010, mais bon, bien plus au sud, donc à Jakarta, où j'étais en fait en charge du e-commerce pour le groupe Carrefour. Donc ça a été vraiment une baffe en fait là-bas, d'atterrir dans l'Asie qui grouille, l'Asie qui est vraiment très entrepreneuriale, mais aussi pleine d'inefficience et de problèmes. Donc plein de choses à régler, plein de solutions à apporter. Donc en fait après cette expérience chez Carrefour, je suis rentré dans une toute petite start-up qui vendait des produits cosmétiques sur internet. On a eu la chance de faire grandir cette société et ensuite de la vendre au groupe LVMH en 2015. Donc on est devenu le bras e-commerce de Sephora dans la région sud-est asiatique. Et Ça s'appelle Luxola, ouais, c'est ça, luxola.com. On vendait des marques de cosmétiques assez high-end sur toute l'Asie du Sud-Est. Et il faut savoir que les Asiatiques du Sud-Est sont très coquettes. Donc en fait, on ramenait des marques européennes ou américaines assez haut de gamme et on les vendait. Et en fait, le mariage avec Sephora était vraiment un mariage de raison, dans le sens où on avait déjà toute l'exposure en ligne et eux avaient déjà le réseau retail. Donc notre alliance a été assez fructueuse, dans le sens où à partir du moment où on a changé notre branding, les ventes en ligne ont commencé à exploser. Mais donc je suis resté 2 ans avec eux et je me suis rendu compte qu'en fait les grosses sociétés c'était pas vraiment pour moi. Je m'ennuie un petit peu et en parallèle j'ai commencé avec Sephora, c'est ça. Avec Sephora, ouais. Sephora suite au rachat de la startup. Tout à fait, ouais. Et en fait, vu que je suis un peu boulimique, j'ai commencé à lancer divers petits projets en parallèle et en fait, je me suis rendu compte que incorporer des sociétés à Singapour, donc créer vraiment une boîte, c'était très loin du cliché de Singapour, Disneyland pour entrepreneurs, d'un point de vue légal. C'est, on va dire, basé sur du papier, c'est très traditionnel, c'est pas du tout transparent en termes de pricing. Donc en fait, je me plaignais beaucoup et puis un jour, j'ai décidé d'arrêter d'être trop français et de me plaindre et en fait de créer une solution. Et donc c'est là qu'en fait j'ai rencontré mon associé qui lui aussi avait cette même frustration, on va dire, d'entrepreneur, de payer donc un comptable qui faisait pas grand chose et qui surtout n'écoutait pas son client. Donc on s'est dit on va partir vraiment à rebours de tout ça et on a lancé donc Slick. Slick c'est une plateforme sur laquelle tu peux incorporer une société donc sur Singapour et maintenant aussi sur Hong Kong. Donc Slick SLEEK.com. Et donc tu enregistres ta société, on le fait aussi rapidement qu'en une demi-journée. Et après à partir de là ensuite on t'aide sur toute la gestion de la gouvernance. Donc tout le côté administratif, mais aussi sur la gestion comptable, les taxes, l'audit. Enfin bref, on automatise et on est là pour t'épauler sur toute la gestion de tout le back-office si tu veux de ta société, de manière à ce que ce soit vraiment une expérience plaisante pour toi et vraiment que tu ne passes pas de temps, on va dire, sur tous ces aspects rébarbatifs et super sexy, allez, soyons honnêtes, avec la création et la gestion d'entreprise. Donc en fait, on aime à dire que nos entrepreneurs
passent plus de temps, on va dire, à construire leur business et à vendre leurs services ou leurs produits qu'à, on va dire, faire l'administratif qui est time consuming et qui en fait génère pas de revenus. En fait. Ils peuvent se focaliser sur leur core business et vous occuper du reste. Quoi. Exactement, okay, ouais. Okay, super. Donc on va revenir un peu. Donc t'as fait tes études à Grenoble, c'est ça? Grenoble. Exactement, ouais. De Grenoble. Tout à fait, Grenoble, ouais. Beaucoup de ski. J'en reviens. Donc quartier Saint-Bruno, c'est ça, à côté de l'école, vers la gare. Non, ça c'était pas très loin, ouais. Okay. Et donc ça te fait une dizaine d'années en Asie. T'as vécu en Chine, Indonésie, Singapour, Hong Kong, un peu de Thaïlande aussi. Non, alors j'ai fait 6 mois à Pékin. C'est quand on s'est croisés en stage. Ensuite j'ai fait 3 ans de Jakarta et après quand j'étais à Singapour, j'étais vraiment entre la Malaisie, la Thaïlande et l'Indo. Un peu les Philippines aussi, mais j'étais vraiment au début j'ai voyagé un petit peu à un niveau débile. Donc je passais beaucoup de temps dans des avions low cost et dans des hôtels bien pourris, mais c'était très marrant. Et ensuite, après avec Slick, c'était un petit peu plus, on va dire, même beaucoup plus basé à Singapour, même si on a quand même beaucoup de partenaires dans la région sud-est asiatique. Et maintenant, Hong Kong depuis 2019, on peut dire qu'on a choisi vraiment très très bien notre momentum, vu que en fait, je suis arrivé le jour des premiers grands rassemblements, on va dire, en pleine rue. Mais effectivement, nous on voit Hong Kong comme une terre d'opportunités et je pense qu'en fait il y a encore de beaux jours devant. Enfin, dans tous les cas, tu devances mes questions on pourra discuter de ça. Hong Kong versus Singapour, c'est un éternel débat. Juste pour revenir rapidement, parce que tu as un profil de multi-entrepreneur, quoi, donc c'est super intéressant. Donc Luxola, c'est une boîte que tu avais cofondée. Non, moi je suis arrivé, j'étais le 4e employé. D'accord. Et en fait la boîte avait 3 mois. Ouais. D'accord. Et donc là, toi, tu as un profil qui est marketing et e-commerce initialement. Après, maintenant, t'as pris d'autres fonctions. Et dans cette entreprise, donc c'est vraiment, vous avez démarré une activité e-commerce en partant de zéro et qui a vraiment grossi au point d'intéresser Sephora. Comment ça s'est passé un peu l'aventure? Ouais, alors en fait, au début, moi, je voulais, quand je les ai rencontrés, donc c'était surtout une fondatrice, donc Alexis. Elle venait de lancer en fait elle avait lancé le site sur Singapour et elle cherchait donc un couteau suisse digital sur l'Indo. Moi, j'étais en Indonésie, je venais d'arrêter de travailler pour Carrefour et je voulais surtout pas y retourner. Et en fait, je cherchais vraiment. J'hésitais à monter ma boîte, mais je pense que j'avais pas encore le cran pour le faire. Et en fait, elle m'a dit, écoute, je te donne donc X en budget marketing et en gros, débrouille-toi, mais il faut que tu arrives à tant de chiffre d'affaires d'ici 6 mois. Et en fait, c'était absolument génial parce qu'en fait, j'étais vraiment libre de faire ce que je voulais, mais avec un objectif à atteindre. Donc là, effectivement, j'ai fait beaucoup de marketing, aussi un peu de merchandising, un peu de logistique. Des opérations, donc j'étais vraiment un homme à tout faire pendant 6 mois. Gérer l'ensemble d'une activité e-commerce. En fait, au début, j'étais tout seul dans mon salon sur mon canapé, puis 6 mois après, on était 25 dans une maison qu'on avait louée, parce qu'en fait, vraiment, ça commençait à décoller à mort. L'Indonésie était un marché avec des spécificités en e-commerce, surtout il y a quelques années, quoi. Je sais que les Philippines, par exemple, il y a encore beaucoup de cash on delivery. Est-ce qu'il y a des spécificités un peu comme ça du e-commerce indonésien? Alors oui, ça c'est quand tu t'attaques en fait au mass market. Nous on était plus sur le haut de la pyramide, la crème de la crème. Donc ce sont des gens qui en fait ont des cartes de crédit, des cartes de débit, tout le monde, tout notre target market. Donc en fait on avait vraiment pas ce problème-là. Donc on acceptait en fait les bank transfers et les credit cards ou debit cards. Donc on n'avait pas le problème effectivement du cash on delivery. Mais on avait plus un problème en fait d'opération et de logistique depuis notre warehouse à Singapour pour faire rentrer les produits en Indonésie, si bien qu'au bout d'un moment, donc je crois que c'était au bout de 8 mois, on a ouvert un warehouse sur Jakarta et qu'on a commencé à importer aussi nous-mêmes nos propres produits depuis Singapour. D'accord. Mais oui, si pour revenir sur ta question, effectivement, moi j'ai créé des opérations de A à Z en Indonésie et après en fait j'ai bougé sur Singapour pour prendre en main le marketing. Donc le rouge à lèvres n'est pas une passion pour moi. Moi ce que j'aime bien en fait c'est la data et ensuite les répondre à des problèmes. Alors le problème là c'était qu'en fait les consommatrices sud-est asiatiques n'avaient pas assez en fait l'assortiment qui était à leur disposition n'était pas assez large en fait. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas accès à toutes les marques qu'elle voulait. Donc en gros, moi, mon boulot, c'était de ramener des marques, mais de faire en sorte que les marques qu'on ramenait étaient bien celles qui leur correspondaient. Et ensuite, effectivement... Sur le e-commerce en cosmétique, est-ce qu'on achète des produits qu'on utilise déjà, ou est-ce qu'on va découvrir des nouveaux produits, ou est-ce que ça va plutôt en magasin? Non, alors ça c'est une très bonne question.
en fait, toutes les marques qu'on vendait n'étaient pas dispo, donc en magasin, même, en magasin ou en ligne, donc en Asie du Sud-Est. Ouais. En fait, toutes nos clientes, donc je dis clientes, parce que c'était 95% des femmes et 5% des hommes qui voulaient faire des cadeaux pour leurs femmes. Donc en fait, elles lisaient les blogs nord-américains ou européens sur de la beauté. Elles étaient au courant de toutes les nouvelles tendances du marché. Et elle voulait absolument choper ses produits. Et en fait, nous, on était les seuls à vendre ces produits de niche et très qualitatifs, parce qu'en fait, les gros retailers n'étaient pas intéressés par ces niches qui étaient trop petites pour eux. D'accord, ok. Donc t'avais une exclue quelque part sur ces produits, donc. Ouais. On avait une exclusivité, effectivement, à chaque fois qu'on signait et qu'on rentrait une grosse marque. Et en fait, après, plus on a grossi, plus on a eu accès à des marques qui en fait étaient présentes offline, mais qui hésitaient à venir en ligne parce que le e-commerce en Asie du Sud-Est, on va dire sur la tranche 2013-2017, c'était encore un peu bourgeonnant, il y avait beaucoup de fake. Donc on a dû faire énormément d'éducation auprès des marques, de manière à ce que elles sortent de chez Sephora, qui à l'époque était un concurrent, et qu'elles viennent en fait en ligne chez nous, parce qu'on était vraiment la seule alternative aux grosses marketplaces, où tu trouvais donc à boire et à manger, du fake, du vrai, du gris, enfin il y a vraiment plein de trucs. Et vous avez songé à aller aussi offline, aller en magasin, ou c'était vraiment hors de la stratégie? Non, jamais en fait. On a quelques fois fait des pop-up stores plus expérientiels, et en fait on s'est rendu compte que on n'en avait pas forcément besoin et que ça n'apportait pas plus de conversion donc en ligne, et qu'en fait dans tous les cas le vecteur numéro 1 en fait d'augmentation de conversion, c'était plus en fait de faire du contenu au sujet donc des nouveaux produits et des nouvelles marques qu'on ramenait. Donc c'était de très belles vidéos, de très belles photos, des articles avec des influenceuses en beauté. Donc c'était vraiment comme ça qu'on réussissait en fait à ramener une marque qui n'avait jamais mis un pied en Asie du Sud-Est et à faire acheter ces produits-là par des consommatrices qui n'avaient jamais vu ni touché jamais vu ni touché le produit. D'accord. Et donc ensuite, donc tu nous as expliqué, t'es passé chez Sephora. De ce que je comprends, les grosses structures, que ce soit Carrefour ou Sephora, c'est pas forcément ta tasse de thé. Non, j'étais mauvaise langue. Est-ce que t'as quand même appris des choses? Enfin, quel était le côté, au-delà d'un rachat, quel était le côté positif de la... Non, alors je dirais que vraiment le côté le plus positif des 2 ans que j'ai passé chez Sephora, donc ça a vraiment été les 6 mois en fait d'intégration, donc tant culturel que opérationnel avec le Sephora. C'est l'entreprise entière est rentrée donc chez Sephora tel quel quoi. Exactement, ouais. Donc d'un point de vue du consommateur, on a juste changé un peu le look and feel de notre site, on a changé le logo, mais après ensuite, d'un point de vue interne, on a changé les circuits de supply chain, on a changé le merchandising, les politiques de prix, la politique marketing. Aussi, on avait l'appui d'un énorme groupe, donc ça c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais qu'en fait, effectivement, le plus gros challenge, ça a été un challenge culturel, humain, de rentrer en fait dans un grand groupe qui est incroyable. Mais nous, effectivement, on était nettement plus petits. À la fin, donc on était 180 salariés et en fait c'est comme si on était une voiture de sport et qu'à côté c'était un très gros bus. Donc un bus, on peut mettre plus de monde dedans et on peut aller plus loin, mais une petite voiture de sport, c'est plus maniable et on peut aller un peu plus rapidement sur certains sujets. Okay. Donc il y avait du pour et du contre, mais ça a vraiment été une expérience enrichissante. Non, j'en garde de très très bons souvenirs. C'est juste qu'après, une fois que l'intégration était finie, il y avait plus de process, ça allait un peu plus lentement, mais dans tous les cas, c'est inhérent à ce genre de société qui est absolument colossal en termes de taille et aussi en termes d'impact. Donc je dirais que c'était vraiment une autre approche, un petit peu plus lente mais avec plus d'impact, mais qui moi personnellement ne me correspondait pas vraiment à ce moment-là. Mais je garde plein d'amis là-bas dans tout le groupe et surtout aussi chez Sephora. Ouais. Ah ouais, non, c'est différent les startups et un grand groupe forcément, mais c'est enrichissant de faire les deux quand Exactement. Très clairement. Donc tu as fait 2 ans chez Sephora, donc ensuite on arrive au début de Slick. Donc tu as déjà commencé dans l'intro à nous expliquer qu'est-ce que c'était Slick. Donc c'est une solution en SaaS, c'est ça? Enfin, vous avez toute une série de services mais qui sont axés autour de cette solution en SaaS. Et donc tu peux nous redire, enfin quels sont déjà pour commencer, quels sont tes clients quoi? Ça va à la fois des petites entreprises, des plus grands groupes, Alors aujourd'hui on a un petit peu plus de 3500 clients en portfolio, donc voilà, je vais donner le spectre et ensuite après la médiane. Donc le spectre, ça part de l'entrepreneur qui est en solo, qui a sa petite structure pour envoyer des factures ou pour qui est consultant ou qui a son petit site de e-commerce, jusqu'à on a 4 multinationales en fait qui nous utilisent pour diverses raisons, pour en fait avoir des entités de structuring ou qui détiennent des assets. Donc ça c'est un petit peu le spectre. On a aussi beaucoup de PME qui en fait
des PME européennes qui nous utilisent pour des véhicules sales and marketing en Asie, des PME sud-est asiatiques qui nous utilisent pour avoir un pied maintenant à Singapour ou à Hong Kong, et aussi énormément maintenant de véhicules d'investissement donc qui sont détenus soit par de grands groupes ou par en fait des fonds de private equity, des family office, des fonds de venture capital. Donc effectivement on est parti sur le côté start-up parce que c'était vraiment de là où on venait et c'était le problème qu'on voulait résoudre. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que tu t'appelles Google, Facebook ou le café du coin de la rue, t'avais les mêmes obligations, les mêmes problèmes et la même frustration. Et donc en fait, on devait te fournir la même solution. Et en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc on est capable de servir un marché qui a un spectre qui est assez large, mais la médiane est très très petite. Donc en fait, nous on est vraiment très très bon sur le marché des petites sociétés, donc entre 1 et 10 shareholders, actionnaires, et des sociétés qui ont entre 20 et 50 on va dire salariés. Le plus gros client qu'on a, il est à peu près de 150 salariés, mais c'est plus les petites sociétés on va dire qu'on sert, celles qui sont généralement desservies, qui sont sous-servis par les banques, par les service providers et qui en fait bien souvent cherchent aussi à économiser un petit peu et avoir une expérience utilisateur qui est meilleure que celle qu'elles ont. D'accord. Donc vous avez commencé par la création de structures d'abord, et après vous avez enrichi de services autour. Exactement. Ouais. Au début, on a commencé par la création de la société en tant que telle, de l'entité juridique. Et après, on a quelqu'un qui veut créer une boîte à Hong Kong ou à Singapour. Exactement. Ouais. Parce que c'était le problème qu'on avait identifié. Et en fait, juste après, effectivement, avoir une boîte c'est bien. Mais après, t'as quand même pas mal d'autres choses à explorer, telles que la compta, les taxes, plein de choses qui en gros te polluent un petit peu la vie quand t'es un entrepreneur. Et donc en fait, on améliore en fait toute la panoplie de services par rapport à ce que notre persona, donc notre entrepreneur en fait va rencontrer comme problème, comme challenge tout au long de la vie de sa société. Et donc typiquement, toute la paperasse qu'on doit faire pour ouvrir une boîte, c'est quoi? C'est automatisé, on n'a plus qu'à uploader les documents sur le site, comment ouais, c'est ça en fait. Alors nous, on est très humble avec ce qu'on fait. C'est nous, on est dans l'administratif, donc c'est remplir des cases, on va dire sur des formulaires. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que on te demandera une seule fois de l'information, on va pas te la demander 12 fois de remplir dans 12 cases. Donc c'est effectivement capturer la bonne information au bon moment et de manière smart. Et après, effectivement, la réutiliser sur des templates de documents, soit qui sont officiels, soit qu'on crée nous-mêmes. Et ensuite, après, c'est streamliner tout le process en fait de signature des documents. Donc, quand t'es tout seul, c'est assez simple, mais quand il y a 15 shareholders avec différents droits, etc., ça c'est quand même autre chose. Et ensuite, après, c'est le lien avec l'administration pour effectivement faire le filing, faire le dépôt du dossier et créer la société. Donc, ça c'est plus pour la gestion administrative. Et après, ensuite, pour tout ce qui est comptable, c'est vraiment proposer une alternative totalement digitale sur la gestion comptable de ta boîte, parce que aujourd'hui tu n'as plus à te balader avec un classeur qui est plein de reçus. Tu peux aujourd'hui prendre une simple photo avec notre app et juste faire comme ça tes expenses et ne plus travailler encore une fois avec un classeur plein et ne plus vraiment tout faire à distance. Donc vous avez des outils comme ça en plus. J'ai vu par exemple quand tu parlais de la signature, vous avez un outil de e-signature, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, on est assez pragmatique chez Slick et on en avait marre de dépenser des dizaines de milliers de dollars tous les mois sur des solutions de e-signature qu'on utilisait. Donc en fait, on a créé notre propre stack de signature électronique qui s'appelle Slick Sign, sans suspense. Et aujourd'hui, en fait, on le donne gratuitement à tous nos clients. Donc aujourd'hui, si vous voulez, et même à nos non-clients, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si jamais on pense qu'en gros la signature électronique c'est vraiment un droit qui doit être accessible à tout le monde. Donc aujourd'hui on l'a mis vraiment en libre accès, libre service sur notre plateforme. Tu peux venir uploader un document, l'envoyer pour signature. Tout est encrypté. On est conforme au GDPR, au PDPO, au PDPA. On est en train de passer aussi une certification ISO pour vraiment juste avoir une sécurité mais en béton armé. Et ensuite de l'autre côté effectivement donner une autre valeur ajoutée à nos entrepreneurs sur notre plateforme. C'est-à-dire que pour signer un NDA, moi sans être client Slick, est-ce que je peux l'utiliser? Ouais, exactement. T'as juste à t'enregistrer. Donc fini de s'emmerder à faire à imprimer des papiers, à les rescanner, envoyer un email. Exactement. T'as juste à avoir ton template. Bientôt, on en aura aussi des templates de documents disponibles dessus, mais tu peux juste l'uploader, l'envoyer pour signature, et ensuite ton stakeholder ou la personne à qui tu l'envoies en fait le signe et après il est sauvegardé sur ton espace Slick
Et voilà. Et comment marche le côté sécurité? Comment est-ce que c'est certifie que c'est ta signature? Tu vois, Alors, c'est une bonne question. Généralement, ce sont des gens qui sont assez traditionnels, qui me dans leur tête qui me la posent. Merci du compliment. Ils me disent mais votre solution c'est n'importe quoi, parce qu'en fait je peux forwarder l'email à mon fils, et mon fils ensuite peut signer à ma place. Et donc je dis oui, tout à fait, de la même manière que votre fils peut prendre le stylo et ensuite personnifier votre signature et l'imiter. Seulement nous, quand on fait signer quelqu'un avec SlickSign, on connaît l'IP address de la connexion, le device ID, on a vraiment toute une série de paramètres, et on a aussi en fait un certificat, donc Entrust, qui vient vitrifier en fait le PDF et qui dit qu'effectivement c'est un PDF qui est réel, qui est solide et qui a été certifié. D'accord, ok. Et dans le domaine, on entend aussi beaucoup parler de KYC, donc Know Your Customer. C'est aussi quelque chose, vous avez une obligation légale de le faire? Oui, tout à fait. En fait, on est régulé, hein. On a une licence, donc c'est sur Hong Kong, c'est Trust and Corporate Services Provider. Donc en fait, effectivement, on est tenu de voir si tu es un terroriste ou un blanchisseur d'argent. Donc effectivement, on passe ton nom à la moulinette. On a plusieurs systèmes qui font ça pour en fait voir si on peut t'accepter ou non. Il y a des bases de données où on peut aller vérifier? On passe effectivement par des third parties qui nous donnent accès à des bases de données et qui nous permettent de regarder vraiment qui sont, enfin si on peut onboarder un client ou non. D'accord, ok. Et parfois, vous avez des mauvaises surprises, quoi. Ça peut arriver. On a eu des surprises. Donc, je peux pas commenter si elles sont bonnes ou mauvaises, mais effectivement, elles peuvent être bonnes aussi. Mais généralement, quand une surprise se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas encore, on va dire, ramené à bord le client. Donc, effectivement, après, c'est un no-go. C'est, il ne rentre pas. Il reste à la porte. D'accord. Donc, ouais, on avait commencé à parler à évoquer le débat Singapour versus Hong Kong. Donc, vous avez démarré à Singapour depuis quoi? Depuis une bonne année? T'es à Hong Kong pour développer le business ici? Non, en fait, on a commencé à Singapour en avril 2017, ouais. Et je pense que c'est à partir de novembre 2018 qu'on a commencé à effectivement y réfléchir. Mais sérieusement, c'est-à-dire que depuis le début, en fait, tout le monde nous disait mais votre appli c'est génial. Moi, je m'emmerde avec mon comptable à Hong Kong. Comment est-ce que je peux utiliser votre solution? Donc on avait des clients à Singapour qui nous demandaient ça, on avait des clients hongkongais qui utilisaient notre solution à Singapour qui nous disaient de venir. Et en fait, après, donc on a commencé à faire quelques recherches sur Hong Kong et on s'est rendu compte que Hong Kong, c'était un marché qui était 6 fois plus gros que Singapour. Il y a 1 300 000 sociétés sur Hong Kong, et il y en a 220 000 actifs sur Singapour. Donc c'est un marché qui est monstrueux et qui est encore plus traditionnel que Singapour. Donc en fait, on voyait qu'effectivement la valeur totale du marché était intéressante, la structure du marché. Donc c'était très 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 similaire à Singapour au niveau compétition, concurrence pardon. Et ensuite après en termes de régulation, c'est la même chose que Singapour, c'est du common law, quelques petites exceptions près, mais c'était vraiment très 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 semblable. Donc en fait l'ouverture on va dire l'expansion de notre service, de notre plateforme sur Hong Kong était assez simple, je dirais, d'un point de vue technique, dans le sens où c'était juste du changement un petit peu cosmétique, et après en revanche effectivement c'était une autre paire de manches d'un point de vue marketing, parce qu'en fait c'est un autre type de marché sur le type de société qui se crée et le type de trade en fait qui se passe ici sur Hong Kong. Et c'est quoi justement ce type de société? Et quand un client te demande, parfois ça doit arriver, est-ce que je veux m'installer à Hong Kong ou à Singapour? Comment tu réponds à cette question? Alors c'est une bonne question et on y répond tous les jours. On a d'ailleurs un très très bon article qui d'ailleurs compare les deux. Mais je dirais qu'en fait à Singapour c'est plus Singapour c'est une juridiction, on va dire entre guillemets de prestige. Donc c'est vraiment la porte d'entrée pour aujourd'hui les multinationales en fait qui viennent donc en Asie. C'est plus un secret, hein. Il y a plus de multinationales qui mettent leur siège à Singapour qu'à Hong Kong. Donc c'est quelque chose qui est recherché pour plus de stabilité, pour on va dire une approche plus pérenne, on va dire en Asie. En revanche, de l'autre côté, Hong Kong a un paysage fiscal qui est bien plus avantageux que Singapour, une proximité avec la Chine qui lui donne une place vraiment mais unique, et surtout en fait un framework qui est un petit peu différent de Singapour et qui en fait est plus simple, on va dire, pour la création de boîtes et la gestion. Mais vraiment un chouïa plus simple. Et donc en fait, je dirais que sur Singapour, on a plus des PME, des startups, de grandes multinationales qu'on onboard.
à Hong Kong, c'est de la PME mais plus locale, et aussi beaucoup de véhicules d'investissement, des holdings, des véhicules en fait de trading qui font du business avec la Chine. On a aussi beaucoup de boîtes de e-commerce qui sont présentes ici pour des questions d'opérations avec des plateformes de paiement, ou alors aussi bien des boîtes de e-commerce chinoises qui en fait utilisent nos services pour avoir leur véhicule à Hong Kong, pouvoir tout gérer à distance, et effectivement avoir des opérations overseas. D'accord. Et on dit de plus en plus, et surtout depuis les derniers événements politiques à Hong Kong, qu'il y a un mouvement, que de plus en plus de business, de fonds vont vers Singapour. Est-ce que vous, ça influe votre activité? Enfin, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois des clients qui veulent déplacer leur structure de Hong Kong à Singapour? On a eu, moi je pense que c'est un mouvement de surface. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de changement, tout du moins à notre petit niveau, hein. L'année dernière, effectivement, pendant un mois, je saurais plus trop. Je crois que c'était en septembre ou octobre quand ça commençait à être un petit peu chaud. Enfin, il y avait pas mal de discussions houleuses dans la rue. Là, on a commencé à avoir quelques questions de patrons de PME, de start-up qui en gros se demandaient comment bouger sur Singapour. Mais personne n'est vraiment passé à l'acte. On sait toujours que ces personnes sont toujours à Hong Kong. Après, Enfin, beaucoup de monde nous a posé des questions, mais très très peu sont passés à l'acte. Et quand on regarde en fait les chiffres absolus, donc de création de sociétés à Hong Kong et à Singapour, Singapour n'a pas forcément augmenté par rapport aux années précédentes, du fait, on va dire, des événements sur Hong Kong. Et de l'autre côté, Hong Kong, en fait, est plutôt sur une pente descendante depuis 3 ans en ce qui concerne la création de sociétés. Je dirais que malheureusement, effectivement, les événements de l'année dernière ont eu un impact, ont accéléré un petit peu ce freinage. Mais je pense que cette année, dans tous les cas, ça a freiné des deux côtés. Mais c'est pas pour autant qu'Hong Kong est totalement mort. Hong Kong reste quand même 3 fois plus gros que Singapour en termes de création de boîtes, de création de sociétés, tous les mois. Et il y a maintenant effectivement un énorme inflow, qui arrive de Chine sur la création de sociétés. D'accord. Et qui est grandissant. Et tu disais justement que sur Singapour, il y a pas mal de startups qui vont créer leur structure à Singapour. Et c'est vrai que dans la tech, on le voit, Singapour est souvent un point d'arrivée. Je crois que tu étais aussi membre de la French Tech à Singapour. Ouais, exactement. Comment est-ce que tu vois ça, pour une start-up française ou occidentale qui peut faire du soft ou du hard, qui veut rentrer en Asie, ouvrir un bureau et attaquer commercialement, Il n'y a pas que le côté juste ouvrir une structure, il y a aussi un aspect stratégique commercial. Comment tu vois ça? Alors, je vais être factuel. En fait, à Singapour, il y a beaucoup plus de startups qu'à Hong Kong, parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est il y a plus de fonds qui sont dédiés aux startups à Singapour qu'à Hong Kong. Il y a beaucoup plus de VC qui en fait sont basés là-bas, beaucoup plus d'argent qui est destiné à du risque vraiment de start-up. À Hong Kong, c'est plus du private equity, du family office, donc des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, réservés et qui prennent moins de risques en fait dans leur stratégie d'investissement. Il y a aussi des VC, attention, je suis pas là pour froisser les gens, mais je dis juste qu'en fait en volume absolu, il y a quand même beaucoup plus de VC, d'opportunités de lever des fonds sur Singapour qu'ici. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il y a beaucoup d'aides gouvernementales aussi dont bénéficient les startups locales, donc généralement des boîtes qui ont plus de 30% de shareholding exactement à Singapour. Ça, c'est le deuxième point. Donc, tu penses qu'ils ont été vraiment bons sur les aides, tout ce qu'ils apportent comme service aux startups pour les inciter à venir s'installer à Singapour? Je trouve que l'État singapourien, qui est géré comme une société, est très très bon sur le marketing, mais aussi surtout sur l'exécution, le financement et de son économie, et vraiment savoir mettre le point d'accélération là où il le faut. Donc ils ont fait un travail remarquable sur attirer donc les VC, 2 mettre en place des programmes d'incubation. Il y a plus de 100 accélérateurs donc sur Singapour, toutes les facs en ont au moins 2. Et avant, tout le monde rêvait d'être banquier. Maintenant, tout le monde veut lancer sa boîte à Singapour. Donc au niveau de la jeunesse singapourienne. En Hong Kong, c'est pas encore le cas. On va encore être banquier. On est encore un peu loin de ça, ouais. Et après, c'est surtout qu'il y a un vivier d'étudiants qui est absolument incroyable sur tout ce qui est, on va dire, technologie. Il y a maintenant toutes les facs font du software development, même dans les business schools on apprend à coder, et il y a vraiment une imbrication en fait tech et business qui est assez incroyable. Et ensuite, dernier point, c'est beaucoup moins cher de recruter des entry level à Singapour qu'à Hong Kong. Et donc ça aussi, ça joue dans la balance. Le coût de la vie est aussi bien moins élevé à Singapour qu'à Hong Kong. Sans être donné. Sans être donné, non, effectivement.
Mais je dirais que pour avoir été dans les deux, c'est une vie qui est plus abordable sur Singapour, tout du moins. D'accord. Ok. Donc vous avez levé des fonds avec Slick l'année dernière, ou il y a un an. On a levé, en fait, on a fait 2 tours, donc on a levé en tout 5 millions, 7 millions de dollars US. Et donc là, je suis assez heureux de pouvoir annoncer qu'on a relevé en fait 4 millions de dollars US. Donc c'est quelque chose quand ton podcast sera diffusé, qui sera annoncé en fait. D'accord, ok, super. Donc un total de 11, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Ce qui est assez rare, des entrepreneurs étrangers qui montent une startup dans la région et qui lèvent des fonds. À ce niveau-là. En France, de lever 5, 10 millions, bon, ça reste difficile, mais ça se voit de plus en plus. Des étrangers qui font ça en Asie, c'est... À Hong Kong, je saurais pas trop te dire. À Singapour, du fait vraiment du bouillonnement des startups et du financement, c'est plus courant. Je vais pas dire que c'est commun, parce que c'est une lutte de tous les jours. Non. Mais c'est plus courant, tout du moins. Vraiment, il y a un écosystème qui est plus ouvert, et c'est plus, il y a plus d'opportunités, donc en absolu, il y a effectivement plus d'histoires autour de ça. D'accord. Et donc cette levée de fonds, comment tu les as utilisées, les précédentes et la dernière? Il y a des objectifs. Alors en fait, nous on construit une plateforme. Enfin notre valeur ajoutée, elle réside dans notre plateforme, qui en fait permet d'être plus efficace dans le delivery de notre service, et de fournir une nouvelle expérience à notre utilisateur. Donc c'est vraiment avant et surtout du headcount et de l'investissement donc en matière grise, avec des ingénieurs, et ensuite après effectivement un petit peu de sales and marketing et d'opération, mais c'est avant et surtout effectivement du développement tech. D'accord. Sur des nouveaux services que tu peux commencer à dévoiler, ou c'est... Alors effectivement, on a plein d'idées de nouveaux services, mais typiquement on a commencé maintenant à vendre de la corporate insurance. On va aussi se lancer donc avec des partenariats sur de la remittance, donc en fait c'est envoyer des fonds d'un pays à un autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a plein de partenariats en fait en cours avec plein de sociétés pour vraiment, si tu veux, compléter. Si on prend la pyramide des besoins de l'entrepreneur, en fait on est parti avec le bas de la pyramide, donc c'est exister avec son entité juridique. Après c'est faire sa compta, et ensuite après on remonte progressivement toute la pyramide, et en rajoutant des services annexes qui effectivement une fois que vous avez abordé des clients sur votre plateforme, clairement vous êtes dans une bonne position pour leur offrir exactement. On est là, et moi c'est ça que je trouve vraiment chouette dans notre métier, c'est qu'en fait on discute tous les jours avec des entrepreneurs qui ont plein de projets, qui nous expliquent quel est le problème qu'ils sont en train de résoudre, et surtout comment est-ce que nous on pourrait les aider à notre humble niveau à passer moins de temps sur le côté administratif, le côté gestion de la logistique, du back office, et ensuite à vraiment passer plus de temps sur leurs problèmes, on va dire. Okay. Chacun ses problèmes. Ok, c'est très clair. Donc un développement rapide et qui continue. Justement, tu nous parlais, t'es un spécialiste un peu de growth hacking. On l'a évoqué un peu plus tôt. Je pense qu'on est jamais un spécialiste, parce que dans tous les cas, c'est le growth. Qu'est-ce que c'est? C'est faire 10 choses, en foirer 8, et en fait en réussir 2, et essayer d'augmenter un petit peu l'impact de ces 2 choses. Et dans tous les cas, je pense que c'est juste en fait il y a une histoire sans fin de faire des tests, de foirer. 3500 clients, tu vois, en partant de zéro quelque part. C'est pas des clients que tu avais déjà. Ah non, exactement. Donc, comment est-ce que tu as des astuces que tu as utilisées? Comment est-ce que tu as, tu vois? Je dirais que déjà, c'est en fait avant de se lancer, on a dû faire 150 interviews en physique, autour de café, de bière, de verre, vraiment pour discuter avec notre target market, mais passer du temps avec eux. Et la beauté des choses, c'est qu'on a vraiment shapé notre premier produit grâce à eux, avec leurs inputs, et qu'ensuite, quand on a lancé, en 3 mois, ils sont tous devenus clients. Parce qu'en fait, on avait créé quelque chose qui était à l'image de l'expérience de frustration qu'ils avaient, à l'image opposée, de la frustration qu'ils avaient. Et donc, en fait, ils se sont tous dit, mais c'est génial ce truc, parce qu'en fait, ça correspond parfaitement aux réponses, aux questions que je me pose, aux frustrations auxquelles je fais face. Donc, je dirais que c'est avant et surtout écouter, être curieux. Ne jamais se dire qu'en fait on a la parole divine et qu'on a tout compris, parce qu'en fait c'est faux, et ça c'est la meilleure façon de se prendre un mur. Donc je dirais que ça c'est la première chose. Et ensuite de 2, c'est faire de l'A/B testing, regarder tout le côté data en fait derrière, on va dire tes tests, derrière on va dire le parcours client, mais je dirais que ça part avant tout de l'écoute en fait.
D'accord, ok. Donc bien écouter, vraiment faire une sorte d'étude de marché avant de démarrer, mais de continuer au fur et à mesure d'écouter ses clients. Ouais, exactement. Et après pour l'acquisition client, tester un peu en essayant de viser au plus juste, mais en sachant que de toute façon tu vas tester 10 choses et qu'il y en a qu'une ou deux qui réussiront, quoi. Exactement. Il faut avoir les données pour mesurer, parce que sinon tu... Ouais. Et en fait, quand on a commencé à recruter des gens qui étaient soit plus jeunes, soit plus expérimentés que moi, chacun en fait ramenait ses idées. Et on a toujours accepté toute suggestion pour lancer des campagnes de growth, parce que dans tous les cas, personne ne sait où on va. Enfin, comment est-ce qu'on peut acquérir un client dans cette nouvelle verticale. Et en fait, toute idée est bonne à prendre, est bonne à tester. Toute idée n'est pas bonne à garder, mais il faut juste la tester et essayer d'aller au fourneau pour voir si ça marche ou si ça marche pas. Ok. Bon, non, c'est super. L'aventure Slick est impressionnante et c'est que le début, semble-t-il. Pour conclure, 2-3 questions pour apprendre un peu à mieux te connaître. En termes de vacances, vu que tu as bien exploré toute la région sud-asiatique, tu as des petits coins préférés? Alors, j'aime bien en fait, vu qu'en fait on vit à chaque fois dans des villes qui sont vraiment bourdonnantes avec beaucoup de monde. J'aime bien partir dans un coin où il y a personne. Et il y a un coin en Indonésie qui est vraiment vraiment sympa, qui est à 12 heures de voyage en interne. Hein. Donc il faut prendre deux avions, un bateau, une voiture et un autre bateau. C'est l'archipel de Derawan. C'est en fait entre Bornéo et le Sulawesi. C'est vraiment des petites larmes de sable au milieu du détroit. On est au milieu de rien et on voit des centaines de raies mantas, des requins, des dauphins, une faune vraiment sous l'eau qui est incroyable et surtout des pêcheurs indos chez qui on dort et avec qui on va plonger en fait le lendemain, qui sont aussi super sympas. Ok, super. Un mythbuster, est-ce que tu as un mythe sur l'Asie ou sur un pays en particulier que tu aimerais démystifier? Non, parce qu'en fait, je pense pas être assez intelligent pour démystifier des choses et aller jusqu'au fond comme ça. En revanche, moi, il y avait vraiment un mystère un mystère ou une question, c'est le côté en fait très asiatique de ne pas perdre la face, qui en fait reste quand même un bon samoil pour tout entrepreneur ou tout DRH à mon avis, ou tout chef d'entreprise ou tout dirigeant. C'est comment vraiment gérer le côté l'honneur et ne pas perdre la face en fait de ses collaborateurs que tu as retrouvé partout de la Chine à l'Indonésie, c'était une constante, d'accord. C'est vraiment une constante, qu'on soit qu'on soit du nord, du sud, musulman, hindou, bouddhiste, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est assez bluffant, c'est qu'en fait c'est vraiment un continent qui est si différent d'un point de vue culturel, ethnique, religieux, mais de l'autre côté il y a cette composante qui m'a donné pas mal de cheveux gris en fait en termes de RH, on va dire. D'accord. Donc plutôt avec tes employés, quoi, plus qu'avec tes clients. Non, les clients en fait c'est une relation transactionnelle, on va dire. Donc on fait du biz, oui, non, ça va bien, oui, non. Donc à la rigueur on peut aller jusqu'au fond du sujet. Quand on sait qu'on a foiré une relation avec un client, on n'a qu'à regarder de notre côté pour voir si on a vraiment commis une grosse erreur en interne sur le delivery ou si il part chez le concurrent. Donc à partir de là, tu sais. En revanche, quand c'est un de tes collaborateurs qui prend une décision ou qui ne t'avoue pas quelque chose, qu'il a fait une erreur, ça c'est plus gênant parce qu'en fait c'est avant tout, je pense, une remise en cause de soi, de vraiment comment faire pour comprendre en fait ses interlocuteurs, son équipe et prendre les bonnes décisions pour que eux se sentent en confiance et n'aient pas en fait à parfois inventer des choses pour ne pas perdre la face. D'accord. Ou pour ne pas te décevoir. Après, il faut aussi gérer des situations, de ne pas faire perdre la face en public, de gérer en privé. Exactement. Ce qu'en France, tu as pu te permettre de faire devant une audience. Après, je le ferai pas, ça. Mais effectivement, c'est plus marcher sur des œufs quand même un petit peu tout le temps. Et je dirais que c'est un côté très intéressant. Hein. C'est vraiment comprendre la philosophie de l'autre. Comment est-ce que lui approche en fait les problèmes, la résolution des conflits. Vis-à-vis de moi qui suis étranger, qui suis toléré dans son pays, qui suis de passage, effectivement je trouve que c'est assez intéressant. Mais de l'autre côté, effectivement, c'est assez empoisonnant parfois pour des gestions de conflits, de la gestion RH au jour le jour, généralement c'est toujours les pires histoires. Ah, d'accord. Et donc c'est plus qu'un mythe, c'est quelque chose qui existe.
et que t'as pas vraiment réussi à percer. Je veux dire, t'as pas trouvé la solution ultime, quoi. Tu t'y es beaucoup frotté. Non, ouais, t'as progressé dans ta manière de gérer les choses, mais à la fois, humblement, t'as l'air de reconnaître que voilà, c'est complexe. Ah oui, mais c'est, je pense j'en parle beaucoup avec des amis qui sont chefs d'entreprise ici sur Hong Kong et qui ont plus d'expérience que moi en Asie. Et même eux, en fait, plus sur une partie plus mature, si tu veux, de leur vie entrepreneuriale, ont toujours cette espèce de mouton noir, on va dire, dans leur vie d'entrepreneur. Mais ils ont maintenant une faculté à réussir à apprendre, à apprivoiser, en fait, à appréhender ce côté de pas perdre la face. Mais effectivement, il y a toujours un effet de surprise, en fait. Ok, d'accord. Donc pour conclure, la dernière question que je pose à chaque fois à mes invités, est-ce que tu as trouvé une astuce pour hacker l'Asie? Donc je sais pas si ça va un peu dans la continuité de la perte de face, mais est-ce que ça te donne des idées sur des choses que tu aurais pu réaliser, ou tu vois, vraiment une astuce? On a parlé de growth hacking aussi, tu vois, une astuce pour hacker l'Asie. Pas vraiment déjà hacker, ça veut dire que on arrive en fait à une fin et qu'on a réussi à répondre à une question, à résoudre un problème. Mm-hmm. Donc ça signifie en fait, pour moi ça signifie en fait la fin de quelque chose. Pour moi, tu ne peux pas en fait hacker l'Asie. Donc désolé, mais pour moi la question en fait n'a peu de sens. En revanche, je pense que la bonne question pour appréhender ou évoluer en Asie, c'est de garder les pieds sur terre en se disant qu'on n'est pas chez nous, que c'est pas notre culture, et donc d'écouter surtout. Et surtout de ne jamais arriver avec ces gros sabots d'occidentaux, surtout de français, à se dire c'est bon, j'ai fait 1 an à Hong Kong, je connais l'Asie, ou j'ai fait 2 ans à Singapour, je connais l'Asie. C'est faux. On est toujours au devant de découvertes, qu'on reste à Hong Kong ou à Singapour, ou qu'on aille se frotter à des économies plus dirty, plus émergentes. Je pense que c'est vraiment avant tout de l'écoute, ouvrir ses yeux, ne pas se la ramener, et vraiment être humble et vraiment surtout à l'écoute. D'accord. Et ce qui paraît simple à dire, mais au final, enfin, surtout les Français, on peut avoir ce défaut de pas être forcément assez à l'écoute, de rester un peu sur nos propres vérités, qui ici forcément sont remises en question, mais beaucoup de Français ne s'en rendent pas compte. Donc c'est vraiment ton message, être à l'écoute de ses employés, de ses clients, et en général en Asie, être à l'écoute, quoi. C'est un peu un de tes secrets. Je pense faire beaucoup de conneries, hein, mais beaucoup d'erreurs, mais je pense que là-dessus, là où je pense être pas mauvais, c'est juste de me taire quand je dois me taire, et surtout d'écouter, ouais. Donc écoute et un peu d'humilité aussi, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut avoir de l'ego, mais pas mal placé. Donc il faut savoir se contenir, il faut savoir écouter surtout les autres, et je pense qu'il y a rien de pire, mais surtout dans les métiers qu'on fait où t'as pas mal de pression, tu dois avancer rapidement. Il y a rien de pire en gros que de dire à tout le monde, ok, non, on va suivre mon idée parce que c'est mon idée et tout le monde doit se taire. Non, il faut être diplomatique, avancer en douceur, et réussir à comprendre aux autres si jamais on veut que son idée gagne. Mais il faut surtout écouter en fait les points de vue des autres de manière à mieux ensuite passer son message. Mais je pense que passer en force, ça c'est on signe son arrêt de mort dans les 3 ou 4 mois, et là ensuite on voit justement le côté perdre la face qui arrive parce que on nous sort tout type de bullshit pour effectivement soit annoncer une démission, soit annoncer qu'on n'est pas d'accord, etc. Ok, très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien. Merci Raphaël. Je vous redonne le coupon de réduction pour les services de Sleek. Donc il faut aller sur le site internet de Sleek, sleek.com, et ensuite le coupon est AF 59 19 57, AF comme Air France 59 19 57, tout attaché. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!